Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 24 mai 2026. Là, j'ai l'air un petit peu gonflé, je m'excuse. C'est une nouvelle caméra, c'est un nouvel ordinateur, c'est un nouveau micro. Je regardais dans le chat quelqu'un qui disait « Il faut investir dans du neuf, Alexis », c'est ce que j'ai fait cette semaine. L'autre ordinateur non plus n'était plus fiable, il y avait de la difficulté à partir, etc. Et puis c'est pour ça que j'ai eu des problèmes techniques en commençant, il fallait que je réinstalle les logiciels, que je réinstalle les stream keys, etc. et que je refasse tous les arrangements avec le micro et tout. Dites-moi si vous entendez bien. Donnez-moi un thumbs up. Juste ma face a changé, c'est parce que l'ordinateur a changé. Je suis peut-être gonflé aussi, ça va être distrayant, puis c'est ça, le live n'est pas parti. Donc, le live n'est pas parti, j'avais pas les stream keys, fait que là, je suis comme, vous savez comment c'est, quand il y a un problème technique en début de Web Journal, c'est l'enfer. Mon Web Journal va nécessairement être beaucoup moins bon. Et de toute façon, c'est une semaine importante parce que le truc le plus important cette semaine, c'est la démission de Tulsi Gabbard, parce que ça touche à énormément de sujets et on va essayer de faire les liens dans ce web journal-ci, comprendre ce qui se passe avec ça. Je vais vous montrer premièrement, c'est ça, cette semaine, la semaine dernière, on avait des problèmes de micro, donc je me suis débarrassé de mon ancien micro. J'ai fait comme des tests, il n'y a rien qui fonctionnait, l'ordinateur prenait pas le son, etc. Et donc, on a changé, vous voyez ça ici, on a acheté un petit iMac avec les dons des contributeurs de Radio-Québec. Donc ça, c'est mon setup, ça c'est comme en face, vous avez mon ancien ordinateur qui avait presque 8 ans. C'est un iMac Pro. Là, on a acheté juste un petit iMac ordinaire. On fait avec les moyens du bord. Et on a acheté ce micro Rode, comment on dit ça? PodMic Plus avec le pied et tout ça. Donc, merci aux contributeurs de Radio-Québec. C'est grâce à vous que c'est possible. Et il y a des gens qui ont dit cette semaine, qui m'ont proposé « Ah, je vais t'envoyer un don pour le micro, etc. » Et puis, c'est gentil, mais j'avais suffisamment de fonds. Rappelez-vous, fin avril, j'ai fait un appel aux dons pour la fin de l'année financière, puis on avait un coussin, et donc c'est parti dans l'ordinateur et dans le micro. Pas besoin de faire une campagne supplémentaire pour de l'équipement supplémentaire. Vous avez été suffisamment généreux, je veux pas abuser. Et donc, mais c'est ça. Donc, on se retrouve avec un nouveau Mac et un nouveau... il va peut-être avoir des arrangements un peu des problèmes techniques pendant quelques temps. C'est toujours comme ça quand il y a du nouvel équipement. On s'en excuse, OK? Voilà, donc vous avez vu à quoi ressemble... Ça, c'est si quelqu'un est en face là-bas puis me regarde, là, c'est ça que vous avez. C'est comme ça ici. Sauf que j'ai enlevé le iMac Pro, là, et le iMac Pro est à terre. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs choses cette semaine. Je vais essayer de faire ça concis. Là, je suis comme ça là, à cause du problème technique. Ça partait pas. Puis, donc, CIA, Trump, Flynn et Tulsi Gabbard dans le sillon de JFK. C'est super intéressant parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous expliquais avec le tweet de Mike Flynn qui suggérait qu'on devait fracasser la CIA en 1000 morceaux. Je vous avais fait un petit peu l'historique de ça. Et là, avec la démission de Tulsi Gabbard, qui est étrange. Elle dit démissionner à cause d'un cancer de son mari. C'est peut-être vrai, mais si c'est vrai, si elle démissionne réellement à cause de ça et que c'est pas genre une excuse, ben ça prendrait une grosse excuse. Pour démissionner à ce moment-ci en tant que Director of National Intelligence, ça prendrait vraiment, genre, tu peux pas juste dire, genre, je vais m'occuper de mes enfants, blablabla. Tu peux pas faire ça, donc ça prend une grosse excuse et c'est ce qu'ils ont fourni, un cancer potentiellement, mais on ne sait pas réellement si c'est vrai. Si c'est vrai, ça arrive à un moment incroyable parce que la démission, on va appliquer la grille d'analyse habituelle qu'on utilise à Radio-Québec. Vision synoptique, timing plus cui bono, ça arrive à un moment... ben c'est ça, absolument étrange. Comme je disais, la semaine dernière, Mike Flynn demandait le démantèlement de la CIA. Ça s'inscrit suite au témoignage de ce lanceur d'alerte au Congrès. Rappelez-vous, ça c'était il y a 2 semaines, je pense, qui disait que la CIA avait, sur Fauci, là, ou c'était la semaine dernière, le lanceur d'alerte qui est allé devant, qui avait dit que Fauci avait caché les preuves de la COVID
Et il a aussi dit que la CIA, ça j'en avais pas parlé, il a aussi dit que la CIA avait espionné le Director of National Intelligence, avait espionné Tulsi Gabbard. Imaginez ça, la CIA qui espionne les institutions. Et donc, ça revient à des choses que j'ai dites en 2020 sur le démantèlement de la CIA, en fait, que j'explique depuis 2018, c'est-à-dire qu'il y a une volonté à l'intérieur de l'administration Trump de refaire complètement toutes les agences de renseignement, de démanteler la CIA, etc. J'en parle souvent, hein, ça revient à quoi? À tous les 4-5 web-journaux. Et là, ce qu'on fait, ce que la CIA fait, c'est qu'elle donne des raisons, un casus belli à l'administration Trump pour fermer la CIA, opérer une refonte de la CIA, etc. Et en plus de ça, ça mène à la démission de Tulsi Gabbard. Donc, la CIA est éclaboussée encore plus parce qu'elle démissionne, mais c'est que ça attire le regard sur les agissements de la CIA au sein du Director of National... C'est comme il y a une crise au sein du Director of National Intelligence. Et puis... Donc, on va voir ça aujourd'hui parce que c'est très, très, très important. Il y a un lien, évidemment, avec l'élection de 2020. Il y a un lien avec les machines de vote de la firme Smartmatic. Et là, pensez la fraude électorale de 2020 sur laquelle Tulsi Gabbard enquêtait. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la CIA espionnait Tulsi Gabbard, parce qu'elle enquêtait en tant que Director of National Intelligence. Là, ça, c'est l'agence, le ODNI, l'Office of Director of National Intelligence. C'est l'agence qui chapeaute toutes les organisations de renseignement aux États-Unis, FBI, CIA, l'intelligence militaire, etc., etc. Au-dessus de tout ça, il y a le Office of Director of National Intelligence, le ODNI, le poste qu'occupait Tulsi Gabbard, qui gère tout le renseignement. Et elle, en tant que gestionnaire de tout le renseignement, elle enquêtait sur les agissements de la CIA. Et là, qu'est-ce que la CIA a fait? Elle a mordu à l'hameçon. Et puis, elle a commencé à enquêter sur Tulsi Gabbard. Et puis là, ça a été révélé par le lanceur d'alerte qu'ils enquêtaient sur Tulsi Gabbard, sur son équipe, parce qu'elle avait mis sur pied une équipe pour enquêter sur un certain nombre de choses, là. Et ils ont commencé à espionner. Donc, la CIA, qui est censée être une organisation qui espionne à l'extérieur du pays, est devenue une espèce de truc qui espionne les institutions. Voyez-vous à quel point c'est pourri et corrompu. C'est plus une agence de renseignement, genre, oh, la CIA, tu sais, comme les films, là, genre, nous avons évité un attentat, blabla. Non, c'est pas ça. C'est une espèce de truc de pouvoir qui espionne la présidence, qui espionne le Congrès, qui utilise du chantage, des affaires comme Epstein, etc., pour faire pression sur les politiciens, avoir des honeypots, des opérations de chantage. Ils espionnent sur même le Director of National Intelligence. Donc, la CIA est complètement hors contrôle. Okay? Et je pense que la CIA, c'est des personnes à l'intérieur. C'est l'État dans l'État. Là. C'est des personnes à l'intérieur de la CIA qui sont au-delà de toute imputabilité. C'est-à-dire, ils ne répondent pas au Congrès, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des programmes compartimentalisés, compartmentalized programmes, là. Notamment sur comme les trucs comme sur les extraterrestres ou on n'en parlera pas parce que c'est pas le thème de Radio-Québec, là, mais des programmes auxquels même quand on demande accès, quand les personnes, le Congrès demande accès, ils n'ont pas accès, quand même le président demande accès, ils n'ont pas accès, etc., etc. Et donc, c'est ce qui est éventé maintenant. Hein? C'est ce qui ressort avec la démission de Tulsi Gabbard, etc. OK? Donc, ouais, c'est ça. Donc, quand je disais le vol de l'élection de 2020, les machines Smartmatic, etc., il y a l'arrestation de Maduro qui s'inscrit là-dedans. Hein, c'est tellement bizarre de voir ma face avec cette caméra-là. Là, j'étais habitué à l'autre. L'arrestation de Maduro qui peut témoigner dans le truc Smartmatics. Et c'est ça. Et donc, c'est encore une fois, pourquoi tout ça est lié? C'est parce que c'est le coup contre Donald Trump. Hein, on dit, tu sais, quand on a dit que c'était, quand Kash Patel a dit que c'était une gigantesque enquête sur un coup d'État de 10 ans contre Donald Trump, ben la COVID et le vol de l'élection de 2020, c'est la même chose.
la COVID et le vol de l'élection 2020, c'est la même chose. Ma face est A1. Merci. J'ai l'air gonflé, là, c'est juste ça. Ça me fait prendre 10 livres. On va commencer à me maquiller, là, avant de venir. Whatever, il va falloir que je perde du poids avec cette nouvelle caméra. Tout ça pour dire que, distrayez-moi pas, tout ça pour dire que c'est ça, c'est une seule et même chose. Elle enquêtait, elle avait créé des équipes d'enquête sur le vol de l'élection 2020, la COVID, etc., etc. Puis ça allait plus loin, ça allait aussi jusque l'assassinat de JFK, Martin Luther. Est-ce qu'ils ont donné tous les renseignements sur l'assassinat de JFK, etc., 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 où il y avait comme on voit souvent, là, des documents dans une pièce qu'on n'avait pas trouvée, là, qui vont réapparaître plus tard. Tu sais? OK? C'est pas une question de mon apparence, là, c'est juste que je suis pas habitué. C'est comme quand tu te rases la barbe. Ça fait comme 10 ans que tu as une barbe, là, puis là, tu te rases la barbe, puis tu vas voir ta blonde, là, ta copine, là, puis t'es comme, là, elle te regarde, puis t'es comme, c'est pas toi que j'ai... c'est pas toi que j'ai marié, là, tu sais. C'est un peu ça, je me vois comme ça. Et donc, la toile est tissée. OK? La toile est tissée. Je pense que tout ça, je pense qu'ils sont tombés dans le piège. En réagissant à la CIA, les éléments hors contrôle de la CIA, en agissant comme ils ont agi, en essayant de savoir qu'est-ce que Tulsi Gabbard essayait, sur quoi elle enquêtait, c'était quoi, où en étaient rendues leurs enquêtes, etc. Je pense qu'ils ont finalement mordu à l'hameçon, ils se sont auto-incriminés, etc. Puis ça va finalement ressortir. Il y a un nouveau président de la Fed, Kevin Warsh. Il y a aussi une entente avec l'Iran. On va voir rapidement le nouveau président de la Fed, 2-3 trucs sur lui, parce que c'est important. Hein? C'est la carte de Trump pour les midterms. Il veut que l'économie que l'économie explose. Et Kevin Warsh, c'est l'homme qui est censé lui livrer. Il a besoin d'une économie qui ronronne pour les midterms. Et Kevin Warsh, c'est celui qui est censé, du moins l'espère-t-il, qui est censé lui livrer cette économie qui ronronne pour les midterms. Okay? Et puis, cette entente avec l'Iran, il y a Trump qui a annoncé, c'était hier ou ce matin, je pense que c'était hier, qu'il y avait une entente qui était essentiellement survenue avec l'Iran, quoique les documents n'avaient pas encore été signés, il restait des trucs à finaliser. Et donc, on va revenir un peu là-dessus, on va parler un peu de cette entente avec l'Iran et... parce qu'évidemment, tout le monde présente ça comme une catastrophe. Et donc, or, l'entente inclut le nucléaire. Ça a été confirmé par à peu près tout le monde. Okay? Et donc, imaginez celui qui a écrit Art of the Deal qui se fait coincer dans son propre jeu. Puis qui, c'est ce que partout, hein, je fais juste anticiper les unes de GPTV. Là, c'est la catastrophe pour Trump et il obtient il a réduit complètement, il a détruit complètement la flotte iranienne et l'aviation de surface iranienne, et puis il a décapité 70 membres du régime, et il obtient le nucléaire, et c'est une catastrophe. On imagine un peu les unes. Et donc, allons-y tout de suite avec Tulsi Gabbard. Je ne veux pas m'éterniser. J'essaie juste, on dirait que plus je parle, plus mon stress diminue. Là. C'est un peu ça le truc. Donc, Tulsi Gabbard, directrice du renseignement américain, impliquée dans les enquêtes sur l'élection de 2020, démissionne. OK. Exclusif. Les indices solides indiquant que la CIA surveillait l'équipe de la Director of National Intelligence, Gabbard, sont apparus il y a plusieurs mois. Et là, je vous ramène au compte Twitter de Catherine Herridge. Catherine Herridge, qui est une des dernières grandes reporters qu'on retrouve aux États-Unis. C'est quand on pense à journaliste, on pense à quelqu'un comme ça. C'est de la vieille école. J'en ai mentionné 2-3 comme ça. Je pense pas nécessairement à Tucker Carlson. C'est plus un commentateur. C'est plus comme mon genre. Catherine Herridge, c'est une vraie journaliste. Et il y a aussi John Stossel, qui est un vrai journaliste, qui pose des vraies questions, qui essaie d'être vraiment objectif, qui regarde les deux côtés de la médaille et qui va là où l'enquête le mène, là où l'enquête l'amène, sans idée préconçue, sans essayer de faire de la propagande à son public. Catherine Herridge. Et donc, elle écrit un article sur X et elle dit... Ici, lors d'une récente audition devant la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales présidée par le sénateur Ron Paul, James Erdman III, officier supérieur des opérations de la CIA et lanceur d'alerte, ça c'est celui-là ici là, dont on avait parlé, qui avait incriminé Fauci, là.
Mais il a dit d'autres choses aussi, là. Et donc, a affirmé que la CIA avait illégalement espionné les ordinateurs et les téléphones du groupe des initiatives du directeur of National Intelligence, là, Tulsi Gabbard, ainsi que leurs enquêtes et leurs contacts avec les lanceurs d'alerte. Et là, la CIA, encore une fois, je répète, la CIA n'est plus une agence de renseignement pour protéger les Américains. Elle est une agence qui se protège elle-même, c'est-à-dire qu'elle espionne les Américains. C'est très, très, très grave, évidemment. Là. Remarque que, le DIG, ça c'est le groupe d'enquête, là, a enquêté sur les assassinats de JFK, RFK, MLK, les origines de la COVID-19, Crossfire Hurricane, ça c'est la collusion avec la Russie pour Trump, la surveillance intérieure de l'administration Biden, comme le raid sur Mar-a-Lago, etc., les incidents de santé anormaux, comme le syndrome de Cuba, etc., etc. La CIA hors contrôle, le gouvernement n'a pas accès. Donc, au cours de son enquête sur les AHI, ça c'est comme le syndrome de la Havane, les incidences de santé irréguliers. Mon reportage révèle que les allégations supplémentaires selon lesquelles la CIA aurait refusé aux enquêteurs de la DNI Gabbard l'accès à des analyses et des responsables clés travaillant toujours dans les locaux de la CIA, ainsi qu'à des renseignements pertinents et hautement classifiés détenus dans les programmes compartimentés. Et donc, la CIA refuse l'accès même au Director of National Intelligence. Ouais, donc, il ne collabore pas. Non seulement il ne collabore pas, mais donc la CIA est hors contrôle, ce qui a fait en sorte que Mike Flynn a, encore une fois, exactement comme la semaine dernière, demandé le démantèlement de la CIA, comme JFK le demandait, en 1000 morceaux, fractionner la CIA en 1000 morceaux et la disperser aux 4 vents, dit Mike Flynn. Et ça, c'est exactement ce que JFK avait souhaité lors d'une entrevue avec, je pense, c'est son biographe. Il avait dit, quelques jours avant de se faire assassiner, je vais fracasser la CIA en 1000 morceaux. I will splinter the CIA into 1,000 pieces and scatter it into the winds. Et là, Mike Flynn reprend ça. L'objectif, ça a toujours été ça. De fracasser la CIA. Ceux qui suivent Radio-Québec depuis 8 ans le savent, je l'explique depuis le début. C'est juste que, comme toutes les initiatives de l'administration Trump, il faut faire ça, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait légalement, il faut que ça ait du poids, etc., etc. On ne peut pas juste fermer la CIA comme ça. Je l'ai expliqué, USAID, regardez le tollé que ça a fait, la CIA. C'est comme si Trump ferme la CIA, Trump est un agent de Poutine. Vous comprenez? On ne peut pas juste faire ça comme ça. On peut pas juste... J'explique ça pour les gens, il y a des gens qui ne voient pas vraiment les enjeux. Là. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de vision synoptique ou de profondeur. Pourquoi tu ne fermes pas la CIA? C'est des criminels, etc. C'est toujours comme très, très premier niveau. Mais c'est parce que si tu fermes la CIA, la totalité des médias va dire que tu laisses les États-Unis sans protection, que tu fais le jeu de tes adversaires, que tu es le pire président de l'histoire, que les États-Unis vont souffrir à cause de ça, que tu vas avoir du sang sur les mains. On connaît et que beaucoup d'Américains vont comme finalement avaler ça. Donc, tu dois faire la démonstration en premier, comme toujours. Et là, ce qu'ils font, encore une fois, je pense que c'est un piège qui a été tendu à la CIA, comme j'ai expliqué dans mon web journal l'affaire Mike Flynn de mars 2018, où est-ce que j'ai expliqué que le fait que Flynn ait été interrogé par 2 agents du FBI envoyés par James Comey pour l'interroger, puis après ça, ils ont falsifié les rapports d'entrevue, là. Le fait que Mike Flynn, c'est Mike Flynn lui-même qui les a piégés. Mike Flynn, je l'avais appelé dans le web journal de 2018, dans le clip de 2018, le maître du contre-espionnage. Mike Flynn, c'est un espion, c'est le maître du contre. Et il avait lui-même piégé le FBI. Il s'était arrangé pour se faire attaquer, etc., pour pouvoir aussi révéler, être libéré du secret d'État et dire ce qu'il savait sur Barack Obama. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu es accusé de quelque chose, tu as le droit de te défendre et donc les dossiers top secret, le secret d'État disparaît pour ta défense. Et donc, ça lui permettait de révéler à Durham ou etc., rentrer dans les dossiers, les informations top secret qu'il connaissait. Donc, il avait besoin de se faire accuser. C'est compliqué, hein? Mike Flynn s'est arrangé pour se faire accuser, pour pouvoir témoigner sans le fardeau du secret d'État. OK?
Donc, ici, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est une opération de hameçonnage à laquelle la CIA, hors contrôle, l'État profond dans la CIA, a mordu. Et puis là, ça va se retourner contre eux parce que, encore une fois, Mike Flynn demande, on voit qu'est-ce qu'ils font. Ils espionnent même le Director of National Intelligence et ça paraît très, 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 très mal pour la CIA. Déjà que Sidney Powell avait dit en 2020 que la CIA était au courant du vol de l'élection et avait participé au vol de l'élection 2020 contre Trump. Donc, il dit ici, la CIA a commis des erreurs profondes qui ont ébranlé la politique américaine jusqu'au cœur et qui font passer le gouvernement des États-Unis pour ridicule sur le plan intérieur et nous ridiculise à l'étranger. Le moment du changement est venu, dit Mike Flynn. On souhaiterait que Mike Flynn remplace Tulsi Gabbard et qu'il procède à cette réorganisation des agences de renseignement. La fin de la CIA, etc., comme la fin du USAID, etc. Donc, on se rappellera, et là, ici, il y a toute la question, comment ça se fait que Trump, ne dit pas, comment ça se fait que des trucs comme ça se passent alors que c'est un loyaliste de Trump qui est à la tête de la CIA, John Ratcliffe. John Ratcliffe, c'est l'ancien directeur of National Intelligence. C'est lui qui avait la job de Tulsi Gabbard dans le premier mandat de Trump, à la fin du premier mandat de Trump, et c'est lui qui a dit, c'est lui qui devait, rappelez-vous, l'ordre exécutif 13848 sur la continuité de gouvernement, pour qu'elle soit effective, pour qu'elle soit effective, ils avaient besoin d'un rapport du Director of National Intelligence qui certifiait qu'il y avait eu une ingérence dans les 30 jours, là, qui certifiait qu'il y avait eu une ingérence étrangère et Ratcliffe avait dit qu'il y avait eu une ingérence étrangère. J'ai montré à plusieurs reprises les coupures de journaux où est-ce que Ratcliffe dit ça. Il y a eu ingérence étrangère dans les élections. Donc, la continuité de gouvernement était opérationnelle. Et donc, Ratcliffe, c'est un loyaliste de Trump. OK? Alors, c'est comme Wray à la tête du FBI. Ici, Wray, ça a toujours été un loyaliste de Trump. Encore une fois, quand tu contrôles, si tu comptes, c'est la même logique qu'avec Biden, continuité de gouvernement. Si tu contrôles Biden, mais les gens ne savent pas, tu vois en dessous, tu es capable de voir tous ceux qui grenouillent et tous les mauvais coups, tu peux les espionner, mais eux pensent qu'ils ont la main libre. Ouais. Et donc, c'est la même chose. Ratcliffe fait semblant de rien voir, mais c'est un loyaliste de Trump. Et avertit Trump probablement de toutes les initiatives, etc. Et Ratcliffe espionne probablement lui-même la CIA. Probablement des groupes qui surveillent ce qui se passe à l'intérieur de la CIA. Où sont les groupes de l'État profond à l'intérieur de la CIA, etc. Donc, c'est un truc... comment je pourrais dire? C'est un broyeur, là. T'as Ratcliffe qui surveille par en haut, puis après ça, t'as une opération de hameçonnage avec Tulsi Gabbard qui enquête sur la CIA, puis là, tu regardes qui va réagir à ça. C'est comme un aimant, là. Clink, qu'est-ce qui va coller? Qui va réagir à ça? Et là, t'es capable d'avoir les noms. C'est comme ça que tu vides le marais, n'est-ce pas? On est dans l'espionnage, là. Comment tu fais pour trouver les taupes? Ben, tu mets un homme à toi à la tête du FBI, à la tête de la CIA, qui espionne avec des personnes qu'il sait loyales, qui surveillent. Puis après ça, tu crées une opération comme celle de Tulsi Gabbard, où est-ce que tu enquêtes sur la CIA, puis là, tu provoques une réaction. Comme Flynn a provoqué une réaction en téléphonant je me rappelle, je pense que c'est l'ambassadeur de Russie, là, sachant que le téléphone était écouté. Et donc, tu provoques une réaction, je l'ai... voilà, OK. Parce qu'on sait que même si on contrôle le dessus de l'administration avec Ratcliffe, comme le dit James Comey, il y a encore à peu près 3 semaines, dans une entrevue, il demandait à toutes les personnes à l'intérieur du FBI de résister à l'administration Trump. Il disait, on croise les doigts, on reste tranquille, on en a encore pour 2 ans et demi, 3 ans, puis après ça, on reprend le contrôle. Les hommes de bonne volonté vont reprendre le contrôle. Ça, encore une fois, quand il a dit ça, tout le monde a sauté là-dessus en disant James Comey appelle à la sédition. Mais c'est ça, c'est-à-dire que les institutions du renseignement sont corrompues, sont infiltrées, il y a plein de... Et c'est comme ça qu'on opère pour les débusquer. OK? Est-ce que c'est un merdier, hein? C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on y arrive. Là, après ça, oui, les gens disent c'est difficile, c'est long, etc., mais il n'y a pas d'autre façon de procéder. J'avais expliqué, c'est ça, encore une fois, c'est la semaine dernière, là, j'avais expliqué tout ça ici, fractionner la CIA en 1000 morceaux, comme le disait
Mike Flynn et... oui, ici, là, Tulsi Gabbard qui a démissionné. Encore une fois, je répète, on ne sait pas si son mari a réellement un cancer des os. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, ça arrive au bon moment parce que ça jette les projecteurs sur la CIA, etc., et ses enquêtes. Voici ce que Tulsi Gabbard prévoit révéler avant de quitter ses fonctions. Elle dit, notamment, le texte explique qu'elle va rendre public des trucs sur l'élection volée de 2020. On la voyait ici, d'ailleurs. Tulsi Gabbard inserts herself into 2020 election fraud probe. Donc, on la voit ici en train de parler au téléphone alors qu'elle saisissait des boîtes de bulletins de vote dans le comté de Georgia. Il y a eu une gigantesque enquête. La CIA est impliquée dans le vol de l'élection. Il y a une partie de la CIA qui est impliquée dans le vol de l'élection, comme l'avait expliqué Sidney Powell en 2020. Et là, je vais vous montrer un clip. C'est à peu près 2 minutes, d'un web journal que j'ai fait en 2020 qui s'intitulait « La CIA fractionnée en 1000 morceaux ». J'ai oublié de mettre la photo de Martineau. En tout cas, les Québécois connaissent le journaliste Martineau. Richard Martineau m'était rentré dedans après ce web journal-là. Richard Martineau avait fait un post sur Facebook où est-ce qu'il disait que j'étais complètement fou, que j'étais comme j'avais perdu la tête et puis que j'étais comme un conspirationniste. Parce que à l'époque, j'essaie de faire ça bref, là, pour avoir le moins de parenthèses possible. À l'époque, c'est un web journal du 18 novembre 2020, juste après l'élection. L'élection avait été volée, Trump était en train de perdre, et Sidney Powell arrivait, et il y a 2 choses qui s'étaient passées. Trump avait nommé Chris Miller comme directeur du Pentagone, là, ministre de la Défense. On a beaucoup parlé de Chris Miller. Et Chris Miller, une des premières choses qu'il avait fait en arrivant à la tête du Pentagone, au ministère de la Défense, c'est qu'il avait retiré à la CIA les opérations spéciales et avait fait des opérations spéciales, Special Ops, là, une commande en tant que telle. Tu sais, il y a comme... Les États-Unis, il y a différentes commandes, là, des combat commands. Par exemple, tu as CENTCOM, ça c'est comme genre tout le Moyen-Orient, tu as comme... NORDCOM, ça c'est l'Amérique du Nord, tu as comme, etc., etc. Il y a AFRICOM, ça c'est l'Afrique... etc., etc. Et il avait fait des opérations spéciales une commande en soi, mais il avait pris soin de retirer à la CIA son accès à toutes ces commandes-là. Et il y avait aussi eu la CIA qui avait perdu accès aux satellites militaires. Donc, on était en train clairement de dépouiller la CIA à ce moment-là. Et ce web journal suivait justement cette annonce de Chris Miller que je montrais dans le web journal. Il y avait la conférence de presse où il annonçait retirer à la CIA les opérations spéciales. Et donc, il s'était passé ça avec Chris Miller. Et il y avait Sidney Powell qui avait annoncé justement que la CIA était impliquée dans le vol de l'élection. Donc, je vous ramène à 2020, le 18 novembre 2020, dans ce web journal qui m'a valu le qualificatif de fou furieux par Richard Martineau, mais où j'expliquais que le président Trump était en train de démanteler la CIA, c'est-à-dire le processus était commencé. Okay? En fait, avec le nouveau chef du Pentagone, le nouveau secrétaire à la Défense américain, on est en train d'assister au démantèlement progressif de la CIA, c'est-à-dire de l'État profond américain. Il y a des trucs qui se sont passés aujourd'hui, annoncé notamment que les opérations clandestines allaient passer sous le contrôle du Pentagone, allaient être retirées à la CIA et passer sous le contrôle du Pentagone. Donc, on est en train de démanteler la CIA pièce par pièce. Ça s'ajoute à la critique qui a été faite par Sidney Powell avant-hier. Dimanche, en fait, j'en avais parlé lors du dernier web journal. Elle disait que la CIA et que Gina Haspel était au courant du coup d'État contre le président Trump avec les machines Dominion, etc. On va voir ça aujourd'hui. Fracasser la CIA en 1000 morceaux. I will splinter the CIA into 1,000 pieces and scatter it into the wind. Parce que JFK s'était rendu compte que la CIA était devenue hors contrôle, un État dans l'État, avec les opérations clandestines, etc. Elle échappait à la supervision gouvernementale. Elle épiait les politiciens. Donc, vous voyez, là, juste comme ça,
la CIA qui épie les politiciens, qui échappe à la supervision gouvernementale. Vous avez 2 exemples de ça cette semaine, notamment dans le reportage de Catherine Herridge et aussi dans le témoignage du sonneur d'alerte, etc. C'est ce qui s'est passé. Ils ne répondent pas, ils sont hors de toute imputabilité, ils ne répondent pas aux demandes de renseignement du Director of National Intelligence et ils espionnent les institutions. Donc, ce que j'expliquais là en 2020, vous en avez eu la preuve, vous en avez eu la démonstration aujourd'hui. C'est-à-dire que ça reste toujours juste de la théorie avant qu'on puisse le voir avec nos yeux. Et là, il y a eu cette démonstration qui a été faite avec les opérations de Tulsi Gabbard. On continue. Tout ça est parti. What is the CIA's role? Why do you think Gina Haspel should be fired immediately? You're saying that the CIA is behind the Dominion or Smartmatic voting software as well? Alors voilà, elle dit, pourquoi vous demandez la démission de Gina Haspel? Vous dites, vous affirmez que la CIA est derrière les machines Dominion et Smartmatic et les applications Smartmatic. C'est pas Scorecard, là, c'est Smartmatics. Elle dit, la CIA était au courant de ça et les a laissés utiliser. La réponse de Sidney Powell. Well, the CIA and the FBI and other government organizations have received multiple reports of wrongdoing and failures and vulnerabilities in this company's product. Their own manual, if you sat down and read it, would explain how... Le monde. Imaginez là, l'impact, les répercussions mondiales de ces révélations-là. Allez, écoutez ça. He won every single election, and then they exported it to Argentina and other countries in South America, and then they brought it here. And it's a foreign company, no matter how you look at it. So they've already violated the president's order against foreign interference in our elections. Our votes were actually... Voilà, foreign interference in our elections. Déjà, l'utilisation de machines Smartmatics, elle dit que justement les serveurs, les votes ont été comptés à Barcelone et en Allemagne, etc. Et donc, déjà là, il y a le truc d'interférence étrangère, l'ordre exécutif 13848, confirmé par Radcliffe, confirmé par Sidney Powell. Et là, maintenant, fait entrer Maduro qui va confirmer tout ça, puisqu'il a été amené ici, il va témoigner là-dessus. C'est presque certain que c'est une composante de ça. Parce que tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça, tout tourne autour du coup d'État contre Trump, tout tourne autour de la volonté de détruire l'État profond, tout tourne autour de ceux qui manipulent les élections, ceux qui espionnent les institutions, ceux qui font chanter les politiciens avec des trucs comme Epstein, avec de l'espionnage, ils espionnent Tulsi Gabbard. Imagine s'ils espionnent le Director of National Intelligence, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur les personnes ordinaires comme vous et moi, des politiciens, n'importe quoi, je veux dire... toute ta vie passe devant un ordinateur, ils savent tout sur toi, et puis donc c'est une organisation hors contrôle qui aide à voler les élections, qui a aidé à voler les élections contre Trump, donc vous voyez un peu qu'est-ce qui, je veux dire, c'est quoi la teneur de ce combat aux États-Unis, ok? Et donc c'est de cette façon-là qu'on doit interpréter ce qui s'est passé cette semaine avec la démission de Tulsi Gabbard. Encore une fois, je dis, ça se peut que son mari ait réellement un cancer. C'est pas confirmé, il y a le secret médical, on ne le saura jamais, là, mais ça se peut qu'elle quitte réellement pour ça. Mais ce qui est aussi probable, pas probable, mais ce qui est aussi hautement possible, c'est que c'est comme par exemple quand Marjorie Taylor Greene ou Thomas Massie font des déclarations genre énormes qui ébranlent sur le contrôle d'Israël, sur le Congrès, etc. Et là, après ça, ils sont obligés de quitter. Ils ne peuvent pas rester. Ouais, c'est comme dans le film Ridicule. Rappelez-vous, dans le film Ridicule, si vous avez vu le film, là, quand Ponce Ludon de Malavoie humilie je me rappelle plus c'est qui son nom, c'est le ministre de la Guerre du roi. Il ne peut plus rencontrer le roi. Il est exclu de la cour pendant un certain temps, même s'il avait raison. Le roi ne peut pas rencontrer en tout cas, ça, c'est pour ceux qui ont vu le film, mais
C'est-à-dire que quand on fait des déclarations fracassantes comme ça, qui brisent le protocole, qui sont vraies, mais qui brisent les relations diplomatiques, etc., tu te retires, comme le fait Marjorie Taylor Greene et comme ce qui s'est passé avec Massey. Finalement, il a été battu. Je vais glisser un mot là-dessus à la fin. Si je l'oublie, rappelez-moi-le à la fin du Web Journal. Mais c'est la même chose avec Tulsi Gabbard. Ce qu'elle va révéler va tellement ébranler les institutions américaines. Les institutions, le public est déjà ébranlé avec les révélations actuelles. Là. La CIA espionne et puis refuse de donner accès ou direct. Mais donc, tu quittes avec ça, puis tu quittes en fracassant, en disant justement que je vais quitter en révélant toute la vérité. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, là, en tout cas. Oui, qui va la remplacer? Encore une fois, on espérait Mike Flynn, ça serait la meilleure personne pour opérer une réorganisation des agences de renseignement. Ça serait une belle gifle aussi à Stanislas Berton. Et voilà. Et donc, ça c'est pour... Donc, c'est la démission de Tulsi Gabbard, et pensez à ça, en termes de vision synoptique, timing et cui bono. Encore une fois, ça accentue la crise à l'ODNI, ça attire l'attention sur ce qui se passe là, ça fait parler des enquêtes de la CIA, etc. Le timing est absolument incroyable pour se retirer comme ça. Et ça lui donne toute la liberté après ça de jeter un pavé dans la mare puisqu'elle s'en va. Elle n'a plus à maintenir les relations diplomatiques, à maintenir le décorum, etc. Elle quitte, fait qu'elle peut juste lancer le pavé dans la mare. Et donc, vision synoptique, timing et cui bono, c'est les patriotes clairement qui bénéficient de tout ça. Le timing est excellent avec les révélations, notamment du lanceur d'alerte, là. Sa démission et tout ça. Elle démissionne genre 2 semaines après le témoignage du lanceur d'alerte. Ça me semble trop parfait. OK? Voilà, donc, nouveau directeur de la Fed, un mot rapidement là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais Kevin, étant donné que c'est important puisque c'est lui qui est censé livrer l'économie dont Trump a besoin pour gagner les midterms, Warsh affirme qu'il dirigera une banque centrale américaine axée sur les réformes. Donc, c'est un réformateur. Il veut faire des réformes à la Fed. J'ai regardé un peu là-dedans. Là, j'ai essayé de me renseigner sur ce qu'il avait intention de faire et ça dépasse mes capacités. Donc, je ne suis pas tout pour tout le monde. Je ne vais pas essayer de faire du commentaire sur la politique monétaire américaine. J'ai quelques connaissances en économie politique, mais ça me dépasse ici. Donc, en tout cas, on l'annonce réformateur. C'est quelqu'un qui est pro-crypto et qui voit dans l'IA une force déflationniste, c'est-à-dire que l'IA va, avec les gains en productivité, va faire baisser l'inflation. Et donc, si l'intelligence artificielle permet par elle-même de faire baisser l'inflation, la Fed n'aura pas à intervenir autant pour monter les taux d'intérêt, pour faire baisser l'inflation, etc. Donc, si la Fed n'a pas à monter les taux d'intérêt pour baisser l'inflation, puisque ça se fait naturellement par l'IA, elle peut garder des taux d'intérêt bas, ce qui va stimuler l'économie. Okay? Véritable changement de régime. Alors, on parle ici, CNBC parle de changement de régime. Véritable changement de régime de la Fed prôné par Kevin Warsh pourrait bien se produire au cœur même des rouages de Wall Street. Et donc, on parle, c'est ça, de réforme, de changement de régime à la Fed. On remarquera que, contrairement au directeur de la Fed passé, comme Jérôme Powell, vous avez des drapeaux de la Fed quand Jérôme Powell a été assermenté. Or, Kevin Warsh, il y a juste des drapeaux américains. C'est juste des drapeaux américains. Kevin Warsh, c'est l'homme de Trump, hein, c'est-à-dire c'est Trump qui l'a personnellement sélectionné. Évidemment, ils disent « je suis complètement indépendant » et Trump aussi dit « ah, on veut quelqu'un de complètement indépendant et je lui ai pas dit quoi faire, etc. » Sauf que c'est comme les journalistes, hein, c'est-à-dire... tu n'as pas besoin de dire aux journalistes quoi faire. Quand tu veux faire de la propagande, tu as un journal, tu veux faire de la propagande, tu n'as pas besoin d'appeler le journaliste pour dire « écris ça ». Ça, c'est la conception, la fausse conception que les gens ont. Tu as juste à choisir des hosties de radicaux d'extrême gauche puis leur donner une job à ton journal. Là, ça se fait tout seul. Tu t'engages Brigitte Noël à Radio-Canada. Là, c'est comme la propagande de gauche va se faire tout de suite. Là, pilote automatique. Là, fait que tu les engages en fonction de leur idéologie. Et après ça, on n'a pas besoin d'avoir une main lourde
pour diriger ton journal. Ton journal, tu sais. Puis si ils exagèrent puis ils creusent trop sur la vérité, ben tu le renvoies, tu sais, sans donner vraiment de raison. Tu trouveras une raison par la suite, là. Mais il n'y a personne qui appelle les journalistes pour leur... C'est la même chose avec le directeur de la Fed. Trump n'aura pas besoin d'appeler le directeur de la Fed. Ça va se faire... tu prends quelqu'un dont tu sais qu'il est aligné sur à peu près ce que tu veux. Évidemment, il va devoir faire la démonstration de son indépendance aussi, là. Et les marchés, là, tout le monde dit... Parce que, encore une fois... Pensez-y, là, les forces de l'État profond, les démocrates, les médias ne veulent pas une économie robuste, ne veulent pas comme un boom industriel pour les midterms. Et donc là, on parle de si on s'en va vers de l'inflation et tout. Donc, Trump a choisi Warsh pour baisser les taux. Les marchés se préparent au contraire à une hausse des taux. Là, fait qu'il va y avoir une partie de bras de fer entre Warsh et la volonté de Trump de baisser les taux et les marchés, certaines personnes qui voudraient se débarrasser de Trump, il y en a beaucoup qui veulent se débarrasser de Trump. En fait, c'est à peu près toute la planète, y compris toute la dissidence française qui préférerait quelqu'un d'autre, évidemment. Le pire, c'est presque devenu le pire, l'antéchrist et tout, là. Le président Trump a nommé Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale afin de garantir les taux d'intérêt bas qu'il réclame depuis un an. Donc, il l'a nommé là afin de garantir les taux d'intérêt bas. Une question cruciale se pose désormais. Warsh aura-t-il le soutien politique nécessaire pour faire le contraire et les relever? Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent relever les taux parce qu'ils ne veulent pas une économie qui ronronne, le moteur qui chauffe avec la création d'emplois, des nouvelles entreprises qui poussent partout, des investissements, et c'est comme des usines qui... Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent comme un refroidissement pour les midterms. Ouais, c'est comme ça que on sait que ça se bat, ça se joue sur l'économie. Mais les élections américaines se jouent beaucoup sur l'économie. Et ça serait catastrophique pour les démocrates que ça aille bien. Donc, il va y avoir une partie de bras de fer. Ça va se jouer serré. Kevin Warsh a prêté serment en tant que président de la Réserve fédérale américaine, confronté à l'inflation et aux pressions politiques. D'un coup, il y a de l'inflation. Voilà. Donc, on verra. Mais je pense que Trump n'aura pas fait une erreur en le nommant là et qu'il saura manœuvrer. Voilà. Donc, on va terminer avec ça ici, finalement, l'Iran. Donc, Trump a annoncé dans un tweet que c'était presque réglé. Je me trouve actuellement dans le bureau ovale de la Maison-Blanche où nous venons d'avoir un entretien téléphonique avec la totalité des pays arabes de la région, incluant le Pakistan, Qatar, blablabla. Un accord avec l'Iran a largement été négocié et reste à finaliser entre les États-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran et les différents autres pays mentionnés. Ça reste à finaliser, mais c'est largement négocié et ça reste à finaliser. Okay? J'ai eu un entretien téléphonique avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui s'est également très bien déroulé. Donc, Israël serait à bord. Les derniers aspects et détails de l'accord sont en cours de discussion. Là, tout le monde dit Trump s'est cassé la gueule, ça n'inclura pas le nucléaire. Si ça n'inclut pas le nucléaire, il a fait ça pour rien, etc., etc. Et donc, mais on a quand même... les gens se sont mouillés, se sont mis la tête sur le bio, toujours pessimistes, toujours en train de cracher dans la soupe. Là, les Black Pills, non, il a fait ça pour rien. Ils veulent juste voir... J'en reviens juste pas, la quantité de personnes qui veulent voir Trump échouer. Qui ne le comprennent pas, puis après ça, qui veulent le voir échouer. Vous avez une quantité industrielle de personnes. Tout le monde veut le voir échouer, puis le gars, il réussit quand même. Et donc, comme si ça servait à quelque chose, tu vois, que ce soit un échec. En tout cas, voilà. Je suis sonné des fois. Là, donc, selon le New York Times, les États-Unis et l'Iran sont... Alors que il n'y a pas une question, c'est pas une question de gagner ici. J'ai dit partout que ça allait être gagnant-gagnant. Que ça allait être gagnant-gagnant. Trump, c'est un négociateur. Je l'ai expliqué combien de fois que ça allait être gagnant-gagnant. L'Iran allait être... À la fin, ils vont se serrer la main et les deux vont être contents. Trump, c'est un négociateur. C'est out of the deal. Il n'y a pas quelqu'un qui va gagner. Les deux vont serrer la main et... ça va être à la satisfaction de tous. Donc, les États-Unis et l'Iran sont tombés d'accord, en principe, sur un accord qui rouvrirait le détroit d'Ormuz.
l'Iran va pouvoir recommencer à vendre du pétrole, avec un engagement de l'Iran de se débarrasser de son uranium hautement enrichi, a déclaré un responsable américain dimanche. Donc, président iranien Pezeshkian affirme que Téhéran est prêt à assurer au monde qu'il ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire. Ça, c'est comme la confirmation du président Pezeshkian. Les détails émergent concernant un éventuel accord avec l'Iran, mais tandis que Trump appelle à ne pas précipiter les choses. Encore une fois, c'est toute une question de timing. Marco Rubio a répété que l'Iran n'aura jamais l'arme atomique, etc. Et là, l'Iran a rappliqué en disant c'est le droit inaliénable de l'Iran d'avoir l'énergie nucléaire. Oui, peut-être. Mais là, ici, c'est une question de l'arme atomique. Et il y a d'autres considérations. Donc, ici, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré à la télévision d'État que son pays était prêt à assurer au monde entier qu'il ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire. L'ambassade, parce qu'encore une fois, rien n'est encore signé, c'est pas finalisé, mais c'est un très bon, un pas dans la bonne direction. L'arme nucléaire. Donc, et c'est ça. Donc ça, ici, vous voyez, ça, c'est le genre de mime qu'on voit, genre Trump s'est couché devant l'Iran, alors que, comme je le disais en début de Web Journal, encore une fois, quand on regardera ça, alors que les esprits se seront apaisés, on regardera la totalité de cette opération-là et on se demandera comment ça se fait qu'il y a des gens, tu sais, les gens parlaient de Troisième Guerre mondiale, de troupes au sol, tu sais, et on avait dit que ce n'était pas ça, que ça... On a dit... C'était clair que ça allait être la Troisième Guerre mondiale, qu'il n'allait pas avoir de troupes au sol, puis que ça allait se terminer dans un accord négocié entre les deux avec on allait comme pousser les anciens du régime à avoir un nouveau visage plus apaisé, plus diplomatiquement, plus réconfortant. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit l'été dernier, en 2025. Je vous montre le Web Journal de juin 2000, un extrait de à peu près 1 minute du Web Journal de juin 2025. Il y a 1 an, où est-ce qu'on disait pas de changement de régime, pas de troupes au sol, etc. On va tasser quelques têtes blanches, comme avec Ben Salman, on disait, là. Tu vois, on tasse l'ancien roi saoudien, on met un réformateur, mais là, on tasse les têtes blanches des gardiens de la Révolution et on met Pezeshkian et Aragachi, là. Mais il n'y a pas de changement de régime. Il y a pas de... C'est pas comme en Libye, c'est pas comme en Irak. Donc, on avait raison sur ce qu'on expliquait l'été dernier, il y a 1 an, presque 1 an avant l'invasion, la partie de poker entre les deux, on pourrait dire. Ce changement de mentalité va se produire avec l'Iran. Il va y avoir un changement, il va certainement y avoir un changement de direction sans changement de régime, je pense. En tout cas, ce ne sera pas un changement de régime dans le genre on bombarde et puis là, on renverse le gouvernement parce que il n'y a aucun changement de régime qui se fait comme ça, jamais nulle part, tout le monde le sait. Les spécialistes en stratégie militaire savent que pour un changement de régime, ça prend les troupes au sol, ce qu'ils n'ont pas en Iran. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une guerre aérienne et l'Iran est préparé à ça. Mais l'Iran a probablement consenti à des changements, comme l'Arabie saoudite, et le fait que le régime soit décapité va permettre de mettre en place, peut-être remplacer, comme Ben Salman, là, remplacer des vieilles têtes blanches conservatrices par du nouveau sang un peu plus progressiste. C'est ce que je pense. Okay? Il va y avoir un accord régional, comme le dit Trump dans son tweet d'aujourd'hui. Il dit... J'étais presque mieux l'été dernier. Là. Je suis comme... En tout cas, ouais, j'ai fait... Whatever. Et donc, c'est... Pas de troupes au sol, pas de Troisième Guerre mondiale, pas de changement de régime. On a exactement ce qui s'est passé là. On a tassé quelques têtes blanches. On a un nouveau visage de la diplomatie iranienne. Il va y avoir une entente sur le nucléaire. Ça va être réglé, etc. Voilà. Donc, encore une fois, on regardera tous ceux qui ont été alarmistes avec ça. Il n'y avait pas, connaissant Trump, ça allait jamais être une Troisième Guerre mondiale, ni une attaque avec des troupes au sol, etc., étant donné qu'il n'y avait pas de possibilité de changement de régime. La seule chose que ça pouvait être... C'était un changement de régime en apparence, là, comme en Arabie saoudite, où est-ce que tu tasses le roi, tu mets quelqu'un de réformateur, bien là, ils ont tassé les gardes, ils ont comme quoi, supposément tué 70, là.
Et là, maintenant, c'est des personnes plus modérées comme Pezeshkian qui représente l'aile plus progressiste. C'est ça, hein, Pezeshkian, c'est l'aile plus progressiste. Les têtes blanches qui sont supposément mortes dans les frappes aériennes, mais ça, c'est les conservateurs, les aigles, les faucons. Puis Pezeshkian, c'est l'aile plus progressiste. C'est un peu comme la gauche réformiste, là. C'est exactement ce que j'expliquais l'été dernier. Voilà. Donc, c'est sur le point de se régler. Et tout ça, vous voyez, il y a juste une autre vidéo aussi qui est très, très, très intéressante, qui avait été publiée par Flynn il y a un mois, le 17 avril 2026, qui mettait alors qu'il y avait des négociations, on était en plein milieu des bombardements et tout, et là, on commençait les négociations, et en fait, on n'était plus dans les bombardements, mais on commençait les négociations, et là, moi, j'ai une vidéo où on montre, par exemple, le 11 septembre, où on montre l'assassinat de JFK, etc., et c'est des trucs qui, c'est comme et on voit des drapeaux israéliens. Ça a été comme une espèce de clin d'œil à Israël en disant « T'es à bord, n'est-ce pas? On a toute la merde sur toi. On sait ce que vous avez fait aux États-Unis. N'oubliez pas, nous n'oublions pas ce que vous avez fait aux États-Unis et vous êtes mieux d'embarquer à l'intérieur, dans le wagon là, du train de la paix au Moyen-Orient. » Je montre la vidéo rapidement, là. Everybody knows that the days Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got. Ouais, ça, vous avez les drapeaux d'Israël, puis vous avez les tours du 11 septembre qui brûlent. Israël, ils ont tout ça sur le radar, et puis... Ça, c'est publié par Mike Flynn, n'est-ce pas? This broken feeling. Everybody wants. Epstein, Larry Silverstein, Epstein, et puis avec le 11 septembre en arrière, puis regardez ça, les Dancing Israelis, là. Les Israéliens qui dansaient en regardant les tours brûlés. Ça, c'est publié, encore une fois, je répète, c'est publié par Mike Flynn. Box of chocolates and a long stem rose. Everybody. Encore une fois, l'assassinat de Charlie Kirk. Et encore une fois, c'est Israël qui a été pointé du doigt ici. N'est-ce pas? Or take a night or two. Et là, vous voyez JFK avec Marilyn Monroe. Barack Obama. Dans une scène de Eyes Wide Shut. C'est l'état profond. Epstein, Eyes Wide Shut, les rituels pédosataniques. Qui contrôlait Bill Clinton? Cette robe-là de Bill Clinton, elle était dans la maison de qui? Elle était dans la maison de Jeffrey Epstein. Vous avez une fille avec... Regardez ça ici. Vous avez Hillary Clinton d'un côté. Vous avez une fille de l'armée israélienne de l'autre côté. Avec Bill Clinton, le président des États-Unis, en robe de Monica Lewinsky en plein milieu. Monica Lewinsky. Dans un truc de Eyes Wide Shut. C'est quand même... C'est énorme. Là, vous avez Gaza, puis... Donc ça, c'est un tweet publié par Mike Flynn. Encore une fois, il n'y a aucune raison. Je veux dire, le seul truc qu'on pourrait gagner avec un tweet comme ça, c'est qu'on pourrait gagner, je m'exprime mal, là, mais la seule utilité d'un tweet comme ça, c'est de mettre Israël sur la touche en disant « On a tout ça, on sait tout, c'est parce que c'est presque tout ce qu'Israël a fait aux États-Unis. On connaît vos réseaux, on sait comment vous opérez, on sait ce que vous nous avez fait. Et embarquez, vous êtes mieux d'être à bord du processus de paix au Moyen-Orient. » C'est comme ça que je le lis. Okay? Même si Flynn, et là, les gens vont dire, même si Flynn publiquement dit Israël, il faut protéger Israël, etc., et
il est comme sur la ligne Trump, un peu anti-Hamas, mais d'un autre côté, il dit, je suis directeur de l'intelligence militaire, on sait qu'est-ce que vous avez fait aux États-Unis. Donc, embarqué à... Donc, c'est comme Trump, hein, c'est comme, il y a toujours ce que les gens ne comprennent pas sur Internet, c'est qu'il faut que tu gardes un certain protocole, un certain décorum en tant que personnalité publique, mais que tu fais passer tes messages en sous-main. Les gens ramènent des... Oui, mais il a dit ça. Oui, mais comprends-tu la communication, genre la diplomatie et tout? Alors ça, c'est un message que Flynn avait envoyé et c'est ça. Finalement, le processus de paix va avancer au Moyen-Orient. On se dirige vers une entente avec l'Iran. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait à peu près pour vous aujourd'hui. On va remercier les gens qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec qui nous ont permis d'acheter ce nouvel équipement. Donc, encore une fois, des fois, on a des besoins comme ça. On ne fera pas de cagnotte séparée. On vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir entendus. À la fin du mois d'avril, on a fait des appels plus qu'à la normale. Et les gens ont bien répondu, ce qui nous a permis d'acheter ce nouveau Mac avec cette horrible caméra et ce nouveau micro. Et donc, ça, c'est à ça que ressemble mon environnement quand je vous parle. La chaise aussi serait à changer, mais je ne vais pas être trop gourmand. Elle dégonfle tout seul. Donc, il y a différentes façons de nous aider, de permettre au Web Journal de continuer. On est une petite PME. On fait ça de façon professionnelle. On suit... il y a une grosse différence, je pense, dans la qualité de l'information entre faire ça vraiment à temps partiel ou presque à temps perdu, là, et de faire ça à temps plein, c'est-à-dire suivre tous les dossiers minutieusement pendant des années et des années et des années. Et ça permet des inférences, ça permet des analyses beaucoup plus profondes, ça permet une information de qualité, et ça, c'est possible parce qu'on a l'appui de nos auditeurs. Et il y a différentes façons de nous aider. Par la poste, les gens nous envoient des trucs par la poste, aussi des lettres d'encouragement. Ici, Virement Interac, par PayPal aussi, et voilà, par carte ici, comme ça. Il y a eu des changements sur le truc Interac, et des gens disent « Ah, tu prends pas mes Interac, etc. » C'est parce que normalement, maintenant, c'est sur le truc automatique, ça tombe... le dépôt automatique, puis il y a des personnes qui ne sont pas sur le dépôt automatique, donc je ne les vois pas nécessairement, donc je perds le fil des fois. Il y a des Interac qui sont comme refusés. Ça fait un mois, là, tu n'as pas pris mon Interac. Je vais faire plus attention. Donc, on vous invite à nous suivre sur notre compte Twitter. C'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. C'est là qu'on est plus facilement rejoignable. Sur Facebook, on n'est pas là. Je veux dire, c'est juste une question de les messages privés, le Messenger sur Facebook. C'est juste... un tel vous a envoyé une pièce jointe, un tel a envoyé une pièce jointe, un tel a envoyé une pièce jointe. Il n'y a pas de façon de bien communiquer avec Messenger sur Facebook. Donc, je suis très rarement là. La meilleure façon, c'est vraiment sur Twitter. Je lis presque tous les commentaires sur Twitter. Fait que venez sur les commentaires, me dire quelque chose ou envoyez-moi un message. Voilà, donc, on rappellera aussi que notre ami Gilles Belrose est en spectacle le 6 juin prochain. Avec le Je m'égare Band, il y a différentes animations. Vous pouvez trouver les billets au Games and Roses sur gamesandroses.com. C'est lui qui fait nos bye-bye, hein, Gilles Belrose. C'est pas le bye-bye de Radio-Canada, c'est le bye-bye de Gilles. C'est le bye ciao. Voilà, donc il est en spectacle. Ça, c'est le 6 juin, c'est dans 2 semaines. C'est la prochaine représentation. Je pense qu'il y en a en juillet, puis il y en a en août. Donc, regardez ça, Gilles Belrose. Et puis, aussi, je veux mettre en garde les gens contre... il y a des personnes qui se font passer pour moi puis qui disent qu'ils sont sur Telegram, etc. Par exemple, vous voyez ça ici, là. Il y a des gens qui sont sur Telegram. C'est Alexis Cossette-Trudel avec ma photo et tout, puis qui demandent de l'aide pour toutes sortes de trucs. C'est comme
les scams nigériens, là. Si bien que je recommande rarement ces chaînes, ma récente conversation avec Alexis Cossette-Trudel m'a convaincu de faire une exception. Je recommande vivement Radio-Québec, etc. Évidemment, ce n'est pas ma chaîne. Donc, faites attention aux scams. Vous savez, sur Twitter, c'est ça ici. Je suis vérifié, là. C'est Alexis Cossette, compte officiel de Radio-Québec avec 88 000, quelque chose comme ça, 91 800 abonnés. Et ici, sur Telegram, c'est ça ici, c'est 43 405 abonnés avec le logo Radio-Québec. Les autres, ce sont des fraudes, OK? Donc, si vous faites... si vous avez un Alexis qui vous fait des avances, c'est pas moi. Je fais pas d'avance. Il y a des scams comme ça, c'est incroyable. Voilà. Donc, encore une fois, merci à ceux qui nous permettent de continuer, c'est ça. Ça ne serait pas possible sans vous. On a des trucs qui lâchent, et puis si on n'a pas l'appui des auditeurs, eh bien, graduellement, c'est comme... On le voit, les gens qui n'ont pas de... Les podcasteurs qui n'ont pas d'appui substantiel ne peuvent pas continuer. C'est tellement... On se fait tellement rentrer dedans. Quand tu as un compte gros comme Radio-Québec, là, on se fait tellement traîner dans la boue. On se fait attaquer par les médias. Il y a des gens qui sont... vous le savez, là, c'est comme... Ah, Massy, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui écoutent tous nos webjournaux juste pour trouver comme le 10 secondes là, avec lequel ils vont pouvoir faire un clip pour dire que c'est... Il y a tellement de pression que éventuellement tu te dis pourquoi je continue, ça vaut pas la peine. Si on n'a pas l'appui des auditeurs, ça se défait rapidement. Thomas Massie a perdu ses élections. C'était normal, c'était à prévoir. Mais ce n'est pas encore une fois l'autre candidat. Ça, je me rappelle plus c'est quoi, Galstein, je pense que c'est ça son nom. Galstein a reçu beaucoup d'argent de l'IPAC. Et là, les gens disent c'est le candidat de l'IPAC qui a gagné. Non, c'est pas le candidat de l'IPAC. C'est pas ça. Galstein, on va le trouver là. Galstein, c'est un Navy SEAL MAGA. Okay? C'est comme Joe Kent. C'est pas Galstein, c'est Galline, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle plus de son nom. On va laisser ça comme ça. Là. Je ne vous ferai pas attendre. Mais en tout cas, c'est un Navy SEAL MAGA comme Joe Kent. C'est parmi les plus patriotiques. Et donc, Trump laisse faire évidemment, c'est comme ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que tu veux, tu as une liberté d'expression totale qui brise tous les protocoles et qui brise les relations diplomatiques. Tu ne peux pas faire ça comme à l'intérieur du Congrès, à l'intérieur du parti de Trump. On s'entend, là. C'est comme... C'est normal. C'est-à-dire que et Massy avait probablement déjà accepté ça avant de faire ses sorties. Hein? C'est-à-dire Galrein, c'est ça. Ed Galrein. On va montrer la face du gars. C'est un Navy SEAL, c'est ça. Donc, c'est un gars qui a saigné pour son pays. Et donc, il a reçu beaucoup d'argent de l'IPAC. Mais l'IPAC, premièrement, c'était n'importe qui sauf Massy. Vous comprenez? Donc, l'IPAC voulait tellement se débarrasser de Massy que tu aurais pu mettre un chien à la place, puis l'IPAC aurait financé le chien. Donc, ça, c'est une chose. Il a fait des déclarations pro-Israël parce qu'Israël a fait envoie un formulaire, là. L'IPAC envoie un formulaire, quelles sont vos positions sur telle chose, il a signé, je supporte Israël, etc. Mais il n'y a pas de truc outre mesure, c'est-à-dire que c'est pas comme Ted Cruz. C'est pas un sioniste chrétien comme Ted Cruz qui dit genre Israël à jamais, ou comme l'ambassadeur des États-Unis en Israël, comment il s'appelle, là? C'est le père de l'autre, là, je me rappelle plus. Il y a des personnes c'est des chrétiens zionistes attachés éternellement à Israël, avec comme Emmanuel Valls avec la main sur le cœur. C'est pas ça, là. C'est quelqu'un qui... et donc, c'est ça. Maintenant, Massy a sa liberté d'expression, tout comme Marjorie Taylor Greene. Il a acquis une notoriété, et là, il va faire comme Marjorie Taylor Greene, il va aller sur les podcasts, il va continuer, il va faire comme Tucker Carlson, il va continuer son travail d'explication, etc. Tout ça, c'est très bien. C'est pas une perte, là. C'est comme Obi-Wan, là, dans le 4, le New Hope. Tu tues Massy et il devient plus puissant que jamais parce que là, maintenant, il est libéré des chaînes et on se rappellera cependant qu'il proposait de donner les noms des victimes d'Epstein au Congrès et ça ne s'est toujours pas passé parce que
Parce qu'il est dans le coup. Voilà. Donc, c'est pas énorme. Là. C'est pas, les gens ont vu ça comme une catastrophe. Non, non. Ils ont remplacé un libertarien, Massey, c'est un libertarien, par un MAGA. Et ce que ça montre, c'est que, en fait, le président Trump gagne toutes ses primaires MAGA. Là. Tous les candidats appuyés par Trump gagnent leurs primaires et c'est normal. Là. OK? Il est très, très, très bien en selle à l'intérieur du mouvement MAGA, du Parti républicain, contrairement à ce que GPTV aimerait vous faire croire. Voilà. Je reviendrai peut-être là-dessus. Là, je pense que j'ai peut-être oublié une couple de choses que je voulais dire sur Edgar Ryan et le truc Massey, mais c'est ça pour l'instant. Donc, à l'extérieur, il est plus puissant. Comme Tucker Carlson, autonome, il est plus puissant qu'à Fox News. Marjorie Taylor Greene, à l'extérieur, elle est plus puissante qu'au Congrès, etc., etc. Massey, ça va être la même chose. C'est comme moi, je suis beaucoup mieux à Radio-Québec que comme professeur d'université. En tant que professeur d'université, je devrais me fermer la gueule. J'aurais toujours peur de perdre mon emploi. Je pourrais pas dire ce que je pense. Regardez ce qui... Professeurs d'université, c'est des nuls. Pour beaucoup. Pas tous. Mais vous comprenez le truc de, genre, quand tu es en fonction, il y a un décorum, tu peux pas dire tout ce que tu dois garder un certain protocole, etc. Alors que quand tu es à l'extérieur, tu es libre. J'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait durant la COVID si j'avais été professeur d'université, alors qu'avec un micro libre, tu peux faire ce que tu veux. Et là, Massey a un micro libre. C'est pas du tout une perte, là, au contraire. C'est comme Obi-Wan, il vient de décupler sa puissance. Voilà. Ah, voilà, c'est ce qu'on avait aujourd'hui pour vous. Web Journal de Mike Huckabee, voilà, c'est ça. Ils attaquent Trump et c'est normal. On a tout expliqué ça, là, que c'est normal qu'ils attaquent Trump. Et Trump... et tu regardes, les attaques de Trump sont complètement hyperboliques. C'est-à-dire, les insultes qui sont proférées contre Massey, contre Marjorie Taylor Greene, c'est comme low IQ quelque chose. On comprend que c'est toutes les insultes traditionnelles d'une fausse chicane. OK? Voilà. OK. Alors, donc, on s'excuse pour le retard d'aujourd'hui et ben c'est ça, c'est nouvel ordinateur. On va essayer d'arranger l'image pour... là, mon fils me dit, arrête de faire des conneries en ondes. Il a raison. OK. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais régler toutes les... Puis une dernière chose, mais oui, pour une 5e fois en 6 ans, je vais déménager. Je dois déménager. Et donc, fin juin, peut-être début juillet, je vais peut-être avoir de la perturbation là, dans les web-journaux. C'est pas mon choix. Je suis arrivé ici, dans cet appartement-ci, l'été dernier, au mois de fin juin. Début juillet, je ne me rappelle plus, fin juin. Et 3 semaines après, le propriétaire a mis l'appartement en vente. Donc, ça fait, moi, je me tape des visites de l'appartement depuis juillet dernier. Des gens qui viennent comme à toutes les semaines. « Ah, c'est beau! » Et c'est ça, je dois quitter parce qu'il vend. Donc, c'est pas mon choix, mais je vais devoir, encore une fois, déménager. Tellement, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis écœuré de déménager. Mais c'est toujours difficile de trouver un appart. Je me suis fait refuser 2 fois des appartements, là, sans aucune raison. Je vous avais expliqué ça l'été dernier. Là. C'est comme le nom, juste Cossette Trudel. Là, puis c'est comme... Donc, voilà. Mais j'ai pris en largeur un peu, mais ça, je pense que c'est le gym qui me fait ça. Genre, j'ai vraiment pris... j'ai pris de la masse, là, aussi. Là, fait que c'est comme... Ma mâchoire est plus carrée, puis... c'est pas pire, ça. Allez! Trêve de plaisanterie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Je vais avoir fini de calibrer tout ça, l'ordinateur, caméra, micro et tout ça. Allez! À la prochaine. Ciao.